Bonsoir, bienvenue à tous au rendez-vous du 20h de ce jeudi 28 novembre 2019. Au menu, nous avons les réalisations du programme d'action du gouvernement qui ne se font plus compter. Bientôt, près d'une dizaine de marchés urbains figureront sur la liste des réalisations faites à Cotonou. Le contrat de construction des 10 marchés est déjà signé. On fera le bilan à mi-parcours de Procal Nutrition à Kétou. Après 6 mois d'exécution du projet, l'ONG Autre Vie procède à une revue trimestrielle pour relever les forces et faiblesses afin d'envisager aux besoins des améliorations. Puis on parlera également de l'évaluation des réformes dans l'espace UEMOA. C'est à la faveur de la 5e réunion de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Les assises se tiennent à Cotonou. Bonsoir. Une mission de prospection japonaise est au Bénin pour explorer les possibilités d'investissement du 28 au 29 novembre 2019. La mission va échanger avec les membres du gouvernement et autres responsables à divers niveaux sur les opportunités et le climat des affaires au Bénin. Christelle Tongodo. C'est suite aux engagements pris lors du sommet de Yokohama que ses partenaires japonais sont à Cotonou. Ils sont venus explorer les possibilités d'investissement et les facilités qui impactent positivement le climat des affaires au Bénin. La mission est reçue par la délégation ministérielle conduite par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane pour un tour d'horizon des secteurs porteurs au Bénin. L'ambassadeur du Japon près le Bénin revient ici sur les objectifs de la mission. De l'article 7, notre Premier ministre, Abe Shinzo, a manifesté son engagement d'accélérer l'investissement privé en Afrique en accompagnant de façon prépondérante la transformation de la structure de l'économie africaine. Le Japon ne se contente pas d'annoncer des engagements, mais il veille à ce que ces engagements soient réalisés. En effet, l'arrivée de la présente mission, composée d'une vingtaine d'entreprises japonaises, pour explorer les opportunités d'investissement au Bénin, est un signe de la détermination ferme du Japon de passer de la promesse à l'action. Et je puis vous assurer que cela traduit la préoccupation constante du gouvernement du Japon à contribuer davantage à l'essor socio-économique du Bénin. Je saisis cette occasion pour exhorter la partie béninoise à bien orienter les hommes d'affaires japonaises vers les différents secteurs attractifs. L'ambassade du Japon pour le Bénin, par ma voix, s'engage également à accompagner la présente mission pour qu'il découvre des opportunités d'investissement au Bénin. Ce sont des opportunités d'affaires qui s'ouvrent pour les opérateurs économiques béninois avec la visite au Bénin de ces patrons d'entreprises nippones. Le message délivré par le président Patrice Talon dans l'Empire du Soleil Levant a produit des effets et cette mission des hommes d'affaires japonais n'en est qu'une illustration éloquente. Notre programme d'action, c'est un paquet d'abord d'investissements importants, structurants, pour transformer l'économie nationale. Dans des secteurs comme l'énergie, dans des secteurs comme le cadre de vie, les infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires. Mais ces investissements importants ne peuvent pas avoir l'effet souhaité, en particulier délivrer les services et les prestations que nos compatriotes attendent s'ils ne sont pas accompagnés de réformes. C'est-à-dire si nous ne changeons pas la manière dont nos entreprises qui fournissent ces services, ces prestations opèrent dans notre pays. Mais aussi, le paquet de réformes, c'est pour changer l'environnement des affaires dans notre pays. Et je l'ai dit, ces réformes couvrent aussi bien l'environnement classique de l'entreprise tel qu'on le connaît avec le code d'investissement nouveau que nous avons introduit à l'Assemblée nationale, la loi sur les zones économiques
dans notre pays, la nouvelle zone économique, la nouvelle loi sur les PPP et les lois qui ont été passées sur le marché de l'emploi, lois très importantes puisque ce sont des lois qui, à l'opposé de beaucoup d'autres pays africains, permettent donc aux entreprises de trouver une place, la place qu'il leur faut dans l'environnement des entreprises. Notre approche est donc une approche orientée fondamentalement sur le secteur privé et ça se traduit d'ailleurs par les chiffres qui ont été annoncés lorsque nous avons présenté le programme d'action du gouvernement avec 62% des financements de ce programme-là assurés par le secteur privé. On ne peut pas leur réserver cette place si les réformes qui leur permettent d'intervenir ne se font pas et si elles ne sont pas attirées. C'est pour ça que, mesdames, messieurs de la délégation japonaise, je vous invite vraiment à profiter de ces 2 jours d'entretien avec les ministres qui sont là, avec l'APIEX, avec les dirigeants d'entreprises avec lesquels vous pourrez avoir des entretiens pour approfondir des partenariats, disons, parfois indispensables. Ce premier contact des patrons d'entreprises nippones avec les autorités béninoises s'est refermé sur une séance de vidéoprojection qui a présenté le climat des affaires au Bénin et les secteurs du PAG en besoin de financement. Il a été également procédé à la présentation des projets sectoriels de différents ministères. 9 marchés urbains seront bientôt construits dans la ville de Cotonou et c'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et la signature du contrat de construction a eu lieu ce matin au ministère du cadre de vie et du développement durable avec l'entreprise qui va conduire les travaux. Reportage Jean-Claude James et Françoise Insou. Une signature d'accord qui vient couronner un processus de 2 ans. C'est donc parti pour la construction de 9 marchés urbains dans la ville de Cotonou. J'avais dit il y a quelques mois ou 1 an et demi ou 2 ans que le président Talon tient parole. Je le disais le jour où on lançait les travaux de construction de la digue immergée d'Avlekété et que sous nos yeux, le Bénin se transforme. La vitrine du Bénin, c'est Cotonou. L'accouchement a été long et difficile, mais à juste titre, parce que les exigences du chef de l'État sont à un niveau tel que nous ne voulons pas atterrir en fin de course avec des éléphants blancs. Les études nous ont pris beaucoup de temps pour affiner les options et être sûr que, économiquement, nous tenons et que sur le plan de la gestion aussi, c'est des infrastructures qui correspondent à nos réalités. Plus de 32 milliards de francs CFA sont mobilisés pour cette première phase de construction de marché qui intègre les spécificités d'infrastructures modernes. Le chantier est confié à l'entreprise ITB. C'est vrai, au début, je vous cache pas, on était un peu hésitant, surtout l'entreprise au Nigeria qui ont l'habitude de construire des tours et des trucs. Mais quand ils ont vu quand même la spécificité de ces marchés et vraiment la qualité avec laquelle ça a été fait, vraiment c'est un défi. Et je vous rassure que ce défi, il sera relevé, il sera respecté surtout, parce que nous savons très bien ce que les marchés représentent pour nos mamans, pour les bonnes femmes et pour vraiment tous les usagers. Et la construction va démarrer effectivement à partir du mois de février. Les délais seront respectés. Nous avons veillé à ce que le quadrillage de la ville soit assez équilibré. C'est des marchés, comme vous le voyez, d'une autre génération. Chaque projet a été conduit de façon intégrée avec son site de relogement. C'est la première fois qu'en voulant construire des marchés, on a veillé à déterminer le site de relogement, non seulement le site, à l'aménager de façon à ce que l'activité de nos mamans, de nos papas et de nos frères et sœurs se poursuive et que l'activité commerciale ne soit pas interrompue. Le premier responsable de la ville bénéficiaire et le préfet salue cette initiative du gouvernement. Cette cérémonie vient donner la preuve
que, effectivement, le président Talon et son gouvernement savent tenir leur engagement. L'accompagnement de ces élus et notre accompagnement ne feront pas défaut. Monsieur le ministre, merci. Ce qui reste, c'est de vous rassurer que la ville fera toujours violence sur elle-même pour être à la hauteur de la partition qui est la sienne. La deuxième phase prend en compte la construction de 11 autres marchés pour un montant de 51 milliards de francs CFA. Au total, plus de 83 milliards seront déboursés pour mettre à la disposition de la population 20 marchés modernes. 5e réunion de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. L'événement se déroule à Cotonou depuis le mercredi dernier et l'objectif visé est d'identifier et d'anticiper les facteurs pouvant atténuer l'efficacité des réformes dans l'espace UEMOA. Rebecca Kenjaoundé, Alexis Kenom pour le point. 2 points essentiels feront objet de débat au cours de cette revue annuelle. Il s'agit de l'évaluation de la performance des États dans l'application des réformes communautaires et l'amélioration de la compétitivité des économies des États membres de l'UEMOA ainsi que leur potentiel de croissance économique. Il sera question d'échanger sur la base d'une grille de pondération des actes communautaires retenus de commun accord et d'en dégager ensemble la performance réalisée par votre État. Il s'agira pour l'ensemble des 8 États membres de passer en revue 113 textes réglementaires ainsi que 98 programmes et projets communautaires pour un montant global de 325 milliards de francs CFA. Depuis 2013, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a instauré cette revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires afin de donner un coup d'accélérateur au processus d'intégration régionale. En 2018, lors de la 4e revue, le Bénin s'est illustré comme le pays de l'UEMOA ayant réalisé le plus fort taux dans la mise en œuvre des réformes communautaires. En effet, le taux moyen global de mise en œuvre des réformes est passé à 69% contre 62% en 2017 à l'échelle de l'Union, soit un accroissement de 7 points. Et par domaine, le taux moyen de mise en œuvre est de 69% contre 66% en 2017 au titre de la gouvernance économique et la convergence, 64% contre 57% en 2017 au titre du marché commun et 73% contre 63% en 2017 pour les réformes sectorielles. Des avancées significatives qui rendent davantage crédible le Bénin au sein de l'Union. S'il est vrai que le plus important est d'atteindre ce niveau de réalisation en termes de mise en œuvre des réformes communautaires, il n'en demeure pas moins que le but est de mettre la dynamique au premier rang en matière de taux de réalisation des réformes politiques, programmes et projets communautaires du Bénin. Pour ce faire, le Bénin s'est résolument engagé à honorer ses engagements vis-à-vis de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et des autres entités communautaires. Les recommandations issues de ces travaux seront transmises aux chefs d'État de l'Union économique en vue de donner une plus forte impulsion politique au processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA. Le but étant d'améliorer les conditions de vie des populations de l'Union. À l'Assemblée nationale, les budgets de 3 ministères sont revus à la hausse pour 2020. Une hausse de plus de 4% c'est le montant du projet du budget 2020 du ministère des enseignements maternels et primaires. Une hausse également de celui des affaires sociales, puis celui en charge des infrastructures. Les patrons de ces différents ministères étaient devant la commission budgétaire du Parlement en début de semaine. Guillaume Avienou. Près de 119 milliards pour 2020. C'est le budget présenté à la commission budgétaire du Parlement ce mardi par le ministre en charge des enseignements maternels et primaires. Un budget en augmentation de 4,28% comparé aux 114,51 milliards de 2019. C'est ce que prévoit le ministère des enseignements maternels et primaires. Un budget qui va être prioritairement consacré
à la résorption du problème du déficit d'enseignants dans ces sous-secteurs de l'éducation, estime le ministre Salimane Karimou, qui était ce mardi devant la commission budgétaire du Parlement. 2020 devrait aussi, entre autres, se pencher sur les questions de l'amélioration des conditions d'accès à l'école et celle de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Qu'ils vous souviennent que nous avons mis l'année scolaire 2019-2020 sous le thème « Tous pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement ». Le budget nous permet même d'aller vers l'atteinte de cet objectif. Les préoccupations des députés se résument autour des questions de déficit d'enseignants, des questions de déficit en termes d'infrastructures scolaires et notamment la question liée à la dernière fusion, ce que nous mettons dans la réorganisation de l'atlas scolaire. Alors nous leur avons donné l'assurance selon laquelle tous ces problèmes-là sont déjà pris en compte dans le budget 2020. De son côté, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance annonce un projet de budget de plus de 7,7 milliards en 2020, en augmentation de 24,75% comparé à celui de l'année en cours. Une augmentation qui se justifie par l'augmentation de la dotation par rapport à la modernisation des centres de promotion sociale sur toute l'étendue du territoire national. Il y a, comme je le disais, la modernisation de nos centres de protection sociale à travers la mise aux normes des infrastructures, mais aussi à travers l'amélioration des mécanismes de protection sociale de façon durable. Comme résultat attendu, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos cibles. Et nos cibles, vous les connaissez, ce sont les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes du troisième âge, les familles, les ménages. Deuxième volet, ça a été sur le plan de la microfinance. Et là, nous avons la diversification et la disponibilité, une meilleure disponibilité des services, des structures financières décentralisées, avec une professionnalisation des acteurs qui interviennent dans le domaine. Dernier ministre à être passé devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale en ce début de semaine, le ministre en charge des infrastructures et du transport, Hervé Herhomé, propose un budget de 91,485 milliards pour 2020, dont 1,691 pour le fonctionnement et 87,793 milliards pour les investissements. Qu'ils vous souviennent, dans le PAG, nous avons prévu certains projets phares. L'aéroport de Glodjigwe, pour lequel nous avons commencé la phase de dédommagement des populations qui étaient sur le site. Et ceci se passe très bien. Nous estimons que d'ici la fin de cette année, nous allons terminer avec cette phase et l'année prochaine commencer à envisager la suite. Les études de ce projet sont très avancées et nous allons espérer le démarrage de ce projet pour l'année prochaine. Nous avons également le contournement nord de Cotonou qui est un autre projet phare, lequel les Béninois nous attendent. Et ce projet fera l'objet d'une étude approfondie. Nous avons déjà fait l'étude du projet dans sa conception, mais nous avons besoin de préciser quelques aspects techniques que nous allons commencer d'ici le mois prochain avec le bureau Aegis et lancer l'appel d'offres dans le courant de l'année prochaine. 2020 devrait donc voir se poursuivre les projets du PAG, le programme d'action du gouvernement, mais de nouveaux projets devraient aussi être lancés et un vaste projet d'entretien routier devrait aussi voir le jour. Parlant toujours de budget, c'est à 1,220 milliard de francs CFA que s'évalue le budget de la mairie de la commune de Djidja, voté par le conseil communal pour le compte de l'année 2020. Le vote a eu lieu à la faveur de la session budgétaire tenue hier mercredi à la mairie de Djidja. Ronald Robinson, Théodore Gantjeko. Grand consensus autour du budget 2020 de Djidja. Les 19 conseillers de la commune ont voté à l'unanimité ce document qui porte les ambitions du conseil communal pour les populations de Djidja. C'est un budget consensuel. Le budget a été élaboré sur l'avis de presque tous les conseillers. Donc, je ne peux que nous féliciter et remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce budget-là. Nous venons de voter un budget qui a pris en compte les termes de la lettre de cadrage
Et nous sommes restés à un budget à 1,220 milliard en recettes et en dépenses. C'est la lettre de cadrage, sinon Djidja pouvait aller plus loin. L'exercice a été à la fois fastidieux à cause du langage des chiffres, mais aussi fascinant vu l'ambition qu'il porte pour Djidja, le grenier du zoo. Reconnaissant vis-à-vis de sa population et de ses conseillers, Théophile Dako, maire de Djidja, a également exprimé toute la gratitude des populations de Djidja au chef de l'État pour son soutien constant à la commune. Au titre de l'année budgétaire 2020, la commune de Djidja s'est vue attribuer au titre du FADEC non affecté des ressources totales d'un montant de 414 047 084 francs CFA et un complément FADEC suisse de 12 968 943 francs. Dans ce cadre réglementaire et technique qui autorise les recettes et les dépenses de 2020, il est prévu la rénovation du cadre de travail pour assurer plus de confort aux élus communaux et au personnel de la commune de Djidja. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance se préoccupe de la vie des malades mentaux. À travers le Fonds d'appui à la solidarité nationale, l'activité de prise en charge des malades mentaux errants dans les villes du Bénin est lancée. Et c'était hier à la salle de conférence du ministère des Affaires sociales. Jean-Claude James, Simon Vignon pour le reportage. La ville, elle ne sera plus le lieu d'errance des malades mentaux. Acteurs du public et du privé se concertent pour leur prise en charge effective. Les malades mentaux deviennent des personnes vulnérables envers lesquelles l'État doit mener une protection. Cette activité sera mise en œuvre à titre expérimental dans la ville de Cotonou et impliquera plusieurs acteurs ici présents. Chers partenaires, chers invités, à travers vos propos, je note que vous maîtrisez parfaitement le rôle qui est le vôtre dans ce processus et vos différentes actions contribueront à coup sûr à l'atteinte des objectifs fixés. L'initiative a été saluée et des préoccupations exprimées. C'est un thème pour nous. Il est important qu'il y ait un accompagnement, bien sûr, mais aussi, je dis ce qui est difficile, c'est la réinsertion. Après la guérison, ces patients seront réinsérés dans leur milieu familial en collaboration avec les centres de promotion sociale de leur localité. Nous voulons compter sur vous pour que tous ces problèmes soient méthodiquement pris en compte et réglés. Vous pouvez compter sur nous en tant que votre représentant au niveau des départements pour que cette stratégie, votre politique, soit suivie, rigoureusement suivie et soit évaluée pour que compte rendu vous soit fait. Après Cotonou, la prise en charge des malades mentaux va s'étendre progressivement aux autres villes du Bénin. Plus de 30 ans après l'apparition du virus de l'immunodéficience humaine VIH, l'infection continue de faire des victimes dans le monde. La bonne nouvelle, cependant, ce sont les grandes avancées dans la prise en charge des personnes séropositives. Au Bénin, les ruptures antirétroviraux relèvent désormais d'un mauvais souvenir. Suivons ici les précisions avec Angela Kbedia. Sur le traitement médical du VIH-Sida, la science a fait des progrès notables. D'une dizaine de comprimés en combinaison pour contenir le virus et maintenir la bonne santé du patient, on est passé aujourd'hui à un seul comprimé. Le malade devait prendre au minimum 4, 6 ou 9 comprimés. Aujourd'hui, on est arrivé à donner un seul comprimé au malade et le comprimé constitue la trithérapie. La trithérapie étant ce qui est recommandé pour faire le traitement, c'est-à-dire la combinaison de 3 médicaments. Et ces médicaments sont disponibles. Les sites de prise en charge ont couvert l'ensemble du pays, je vais dire. L'ensemble du pays, donc l'accessibilité au traitement est une réalité au Bénin. Ce traitement parfaitement efficace est entièrement gratuit au Bénin et ne tient plus aux critères d'éligibilité comme autrefois.
Toute personne dépistée séropositive est immédiatement mise sous antirétroviraux. Cependant, ces médicaments accroissent de 10% à 30% les besoins énergétiques des patients. En fait, le sujet infecté par le VIH, il présente des besoins nutritionnels accrus parce que l'état inflammatoire chronique dans lequel il se trouve déjà nécessite des apports énergétiques augmentés de 10%. Lorsqu'en plus il présente des infections opportunistes, ces apports énergétiques doivent être augmentés de 20 à 30%. Or, dans le même temps, l'infection provoque chez ce patient un manque d'appétit qui entraîne une baisse des apports basiques, les ARV, les antirétroviraux, parce qu'ils puisent dans l'organisme l'énergie nécessaire à leur dégradation. Ils vont provoquer chez le patient une sensation de faim importante qui va l'obliger à manger. Avec des conditions de vie précaires, difficile de satisfaire tous ces besoins nutritionnels de l'organisme, ce qui explique les échecs thérapeutiques et les décès. Bon, avec les médicaments que je prends, j'ai toujours faim, je n'ai pas de travail, ça me donne les penses, comment faire, comment rentrer dans les gens pour qu'on ne me rejette pas. Pour ne pas se tuer en dépenses onéreuses, les nutritionnistes suggèrent quelques astuces, des aliments locaux et accessibles. C'est de consommer plus de soja pour augmenter leurs apports en protéines. Par rapport aux besoins en lipides, l'huile rouge et l'huile d'arachide sont des huiles accessibles et très riches qu'ils peuvent utiliser. En termes de micronutriments, les feuilles de moringa sont très riches également. Dehors de cela, la poudre de baobab, qui est aussi accessible, est très riche en protéines et en micronutriments. Si les épisodes de rupture d'antirétroviraux sont désormais lointains au Bénin, des problèmes subsistent sur la chaîne de suivi médical des personnes vivant avec le VIH. L'amélioration du plateau technique peut contribuer à les contenir. C'est à Kétou, commune d'intervention du Procol Nutrition, un projet conduit par l'ONG Autre Vie et son homologue WeWorld International, que les acteurs du projet se sont retrouvés en début de semaine. Un rendez-vous de 72 heures pour faire le bilan du chemin parcouru dans la mise en œuvre du projet depuis son lancement il y a de cela 6 mois. Des parties prenantes du Procol Nutrition, le projet de renforcement de la collaboration entre les organisations de la société civile et les autorités locales pour l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants, des filles adolescentes, des femmes enceintes et allaitantes dans la commune de Kétou. Ces parties prenantes se retrouvent dans un hôtel de la ville pour la revue trimestrielle du Procol Nutrition. Une revue qui intervient 6 mois après le lancement de ce projet conduit par l'ONG Autre Vie, en partenariat avec son homologue WeWorld, une ONG de dimension internationale. Le Procol Nutrition est cofinancé par le programme REPASOC avec l'appui financier de l'Union européenne pour une période de 18 mois. La question de la précarité nutritionnelle touche en grande partie les enfants et les femmes. Dès lors qu'il s'agit de ces cibles, WeWorld ne peut rester en marge d'une synergie d'action en faveur de l'amélioration de leur situation. Ce rendez-vous de 72 heures de Kétou est donc motivé par un souci de reddition de comptes et d'appréciation du chemin parcouru avec les parties prenantes du Procol Nutrition. La présente activité de revue avec les parties prenantes du projet Procol Nutrition s'inscrit dans cette dynamique et permettra de capitaliser les acquis enregistrés, d'apprécier la performance des indicateurs, de jauger la méthodologie de mise en œuvre du projet, de passer en revue les défis à relever, de faire des suggestions et de planifier la suite des interventions sur le terrain.
À l'issue de cette rencontre, des recommandations formulées vont permettre aux acteurs du Procal Nutrition de mieux ajuster leur intervention sur le terrain pour répondre davantage aux besoins en nutrition des cibles. Et nul ne va être de trop dans ce processus, estiment les organisateurs de cette revue trimestrielle. Le projet Sauvons la presse en ligne et les médias sociaux est né. Il est l'initiative de l'Observatoire de l'éthique dans les médias. L'objectif est l'appropriation et la vulgarisation du code du numérique en vue de canaliser l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le lancement a eu lieu ce mercredi à Cotonou, suivant le reportage de Océane Amoussou et Benol Djogbe. Il est l'heure de sauver la presse béninoise. Face à la déferlante et à la concurrence des médias sociaux, c'est cette bataille que vient d'engager l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Une action enclenchée en synergie avec l'Union des professionnels des médias et le Conseil national du patronat de l'audiovisuel. L'avènement du numérique au Bénin, nous l'avons arboré avec beaucoup de naïveté. Il faut agir. C'est pourquoi, ensemble avec mes membres, nous avons réfléchi et nous nous sommes dit qu'il faut aller à un projet d'appropriation et de vulgarisation du code du numérique. Il faut sensibiliser les professionnels des médias, eux qui aujourd'hui ont double casquette. Vous les voyez très professionnels dans les mainstream, mais quand ils se retrouvent sur les réseaux sociaux, ils sont tout autres. Donc ça va s'étendre dans tout le Bénin, sur tout le territoire du Bénin, et donc même dans les confins du Bénin, pour dire aux derniers Béninois comment pouvoir utiliser cet outil-là. Parce que même la petite dame qui vend des piments au marché a son portable et peut balancer des informations dont elle n'a pas conscience, que ça peut poser des problèmes. Et donc, il faut donc aller vers les gens, les sensibiliser, les conscientiser, leur parler de ce qu'il faut savoir utiliser cet outil-là. Abondamment concurrencés sur leur propre terrain, les médias traditionnels doivent s'inscrire dans la modernité. Quant aux médias sociaux, ils doivent pouvoir se soumettre aux règles de déontologie conformément aux dispositions du Code du numérique. Le plus grave, c'est que le phénomène est allé s'installer dans nos domiciles respectifs à travers Facebook, WhatsApp, Twitter et que sais-je encore, Internet. Un kidam qui n'est pas journaliste est en mesure de poster une information, d'où l'existence des fake news. Et ça devient une préoccupation étatique au sommet de l'État. Mais je voudrais vous rassurer que le code sur le numérique qui a été voté en juin 2017 interpelle chacun de nous. Tenus de se réadapter ou condamnés à disparaître, les organes de presse béninois doivent retourner au journalisme le plus pur, en veillant bien évidemment au strict respect des règles de déontologie et d'éthique. Pour l'ODEM, la plus grande liberté est celle qui respecte ses propres limites. Cotonou a abrité ce 27 novembre la 37e session du conseil d'administration de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. L'ensemble des experts des pays membres étaient présents à ce rendez-vous. Ils ont réfléchi ensemble sur la vie de l'institution. La cérémonie de l'ouverture des travaux a été présidée par le ministre béninois de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'EAMO, une école au service de l'Afrique. C'est une institution qui forme dans les métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Pour la 37e session de son conseil d'administration, des questions importantes qui ont trait à la vie de l'institution s'invitent dans les échanges, suivis de l'étude de nombreux dossiers relevant des mesures d'accompagnement et de développement de l'école. Un agenda bien chargé pour les experts des États membres de l'EAMO ici présents. D'une manière générale, vous serez tenu devant la scène d'apprécier sur les enjeux et perspectives à adopter pour permettre à notre institution de mener à bien l'ambition d'une école en plein essor de développement au bénéfice des pays africains aujourd'hui et dans le futur. Au bout donc de 43 ans d'existence, mesdames et messieurs,
Notre commune institution, par la grâce de Dieu et la volonté affirmée des tout premiers responsables de nos États, s'est construite au fil des ans une identité propre, une réputation certaine et est devenue aujourd'hui, et nous le disons sans fausse modestie, une réalité incontournable sur l'échiquier de la formation au métier de l'architecture et de l'urbanisme en Afrique. On le reconnaît aujourd'hui, l'EAMO est arrivé à l'âge de la maturité et a besoin donc de consolider les acquis de la triple réforme institutionnelle, financière et organisationnelle opérée entre 2013 et 2015 pour lui permettre de mieux faire face aux nouveaux enjeux de la formation au métier de la vie. L'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme est un établissement d'enseignement supérieur implanté à Lomé au Togo. L'entrée à l'EAMO se fait sur concours organisé chaque année dans les pays membres. Célébration des 25 ans du groupe de prière Jésus, Fils de Dieu de l'église catholique Notre-Dame de Visitation de Gbedagba. La célébration a eu lieu le week-end dernier. Les fidèles ont pu dans la joie communier pour remercier Dieu pour cet événement. Henri Fatina et Évariste Zomaou pour le reportage. La communauté chrétienne catholique de Vossa est heureuse. Monseigneur Victor Agbano a honoré de sa présence leur célébration dédiée aux noces d'argent du groupe de prière Jésus, Fils de David. Nous voulons encore implorer la miséricorde de Dieu sur nous. En nous reconnaissant pécheurs, nous pouvons être assurés que nous sommes des pécheurs pardonnés. Il y a 25 ans naissait le groupe de prière Jésus, Fils de David. Cette année, le quart de siècle est célébré avec des souvenirs qui restent vivaces dans les esprits. Et je suis sur place déjà quand le docteur m'a dit que je ne vais pas guérir. J'ai fermé les yeux devant le docteur. C'est une autre histoire ça. Et j'ai dit Seigneur Jésus, pardon. Pardonne-moi mes péchés. Mais fais-moi ce que tu as fait à Bartimée. Pardon. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit à la dame, moi je vais guérir. Alors je remercie. Donc je vois, j'ai vu avant combien de... J'étais à 11 ans, 19 ans de la retraite quand j'ai eu le mal. Après j'ai pu travailler et tout. Donc c'est l'avènement du Christ. Les prêtres et les âmes du purgatoire les plus délaissées sont les cibles de ce groupe de prière. Le Seigneur a voulu qu'à travers ce groupe de prière, les âmes du purgatoire puissent bénéficier de la prière des frères et sœurs pour pouvoir entrer dans la vision béatifique, dans la gloire du ciel. Le Seigneur a voulu aussi qu'à travers ce groupe de prière, les prêtres soient soutenus pour que par leur sanctification, tout le peuple de Dieu soit sanctifié. Le groupe de prière Jésus, Fils de David est désormais engagé à s'étendre sur toutes les paroisses catholiques du Bénin. Une onction spirituelle qui met un terme à ce 20h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée, toujours en compagnie de nos programmes.